Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon vendredi, les démons, dernier vendredi du mois de septembre et que je suis content de vous retrouver, de te retrouver toi, mon Stéphane. Hey, puis pourtant, on n'a pas été séparés longtemps, Steve. On était ensemble, je pense, vendredi puis samedi passé. Ça se peut-tu? Ça se peut très bien qu'on s'est vu la semaine passée. Il me semble qu'il y avait un événement, quelque chose. Je ne me rappelle plus du nom, là. Ouais, il y avait un petit événement qui s'appelait le Requiem et ça a été toute une fin de semaine. Écoute, c'était ta première expérience, je ne veux pas dire conventionnelle. En tout cas, whatever. On était au New Jersey Rock-Con dans une convention, mais là, c'était différent. Première expérience au Requiem. Parle-nous de ça, mon Steph. Comment tu as trouvé le Requiem, en fait? Ça va me faire plaisir de parler de ça, Steve. En fait, on a débuté ça vendredi. Dans le fond, Guillaume, Caroline, ma conjointe et moi-même, on est allé avec Brian Bremer, notre invité d'honneur, la semaine dernière, qui a joué dans Pumpkinhead de Stan Winston, bien sûr, dans Society de Brian Yuzna, dans Silent Night, Deadly Night 5 de Brian Yuzna également. Puis un character actor comme on les aime, dans les années qu'on aimait donc. Puis on est allé avec Brian, il avait hâte, vraiment hâte d'arriver. On se parlait depuis un petit moment là, sur Messenger. Puis il voulait visiter Montréal. Puis là, il est arrivé, je pense, vers 1 heure à peu près. Là. En fait, on a été, parce que moi j'ai dîné avec, il est arrivé à 12h30 au restaurant, en fait, pour qu'on puisse manger chez Dunn's Famous Smoke Meat. C'est très, très bon. There you go, tu l'as amené à la bonne place. Puis Mhm. j'imagine que tu as vu dès qu'il est arrivé que ce gars-là, c'était dans une classe à part de sympathie, puis de vérité. Ce gars-là est authentique comme on voit Ouais, rarement des gens l'être. Puis c'est complètement incroyable, sérieusement. C'est il met la barre. Il met la ouais, barre pour les il autres. fait la barre, il met la barre haute, comme tu dis. Effectivement. Puis on a vraiment bien choisi, du moins je trouve, en termes d'invités d'honneur pour un week-end comme ça. C'était le casting parfait. Puis il voulait absolument visiter Montréal. Il est venu au Canada une fois. Il est allé dans l'Ouest canadien, en Alberta en fait. Puis, mais Montréal, il entendait parler depuis longtemps. Puis il ne connaissait pas du tout la culture ici, ou comment on vit, puis comment on cohabite ensemble, versus lui, il vient d'Atlanta, en Georgie. Donc, on est allé avec lui, on a pris le métro Namur au métro Place des Arts. Il était fasciné par le métro. Fait que déjà là, Ah c'est ouais. un gars de 56 ans, puis comme un enfant, il prenait des photos, il regardait à la station Namur, là, il y a des grosses structures en 3D, là, comme des cubes, là, qui sont érigés au plafond, puis il était complètement omnubilé par ça, puis il regardait ça, puis il prenait des photos. Puis là, Caro, il a expliqué, il y a une œuvre d'art différente à chaque station de métro. Fait que là, il voulait toutes les voir. Évidemment, on n'aurait pas pu souper si on avait fait ça. Donc, on est allé, on est allé à la station Place des Arts. Puis là, il était à peu près 6h30, Steve. Puis, on est sorti sur le début de la soirée. Dans le fond, le crépuscule arrivait. C'était fucking beau. Honnêtement, on oublie à quel point notre ville est belle, mon Steve, parce qu'on habite à côté. Certains, puis plusieurs habitent dedans directement. Puis on dirait qu'on oublie à quel point Montréal est magnifique. Puis Brian était tellement fasciné que Guillaume, Caro et moi-même l'étions tout autant que lui. Puis Ouais. on regardait à quel point, c'est une terre d'accueil, Montréal, c'est multiculturel. Il n'en revenait pas la quantité de langues différentes qu'il entendait sur Sainte-Catherine. Tabarouette, il dit tout le monde cohabite, c'est super paisible. Il dit je me sens en sécurité ici. T'sais. Puis on a marché 30 minutes de la station Place des Arts jusqu'à l'ancien forum. Puis juste en face de l'ancien forum, il y a un izakaya japonais qui s'appelle le Imadake, qui est une brasserie japonaise avec de la bouffe, même d'une qualité à se jeter à terre. Puis on a bu une bouteille de saké. En fait, on a bu 2 bouteilles de saké avec Brian en mangeant des tapas, puis toutes sortes d'entrées différentes, puis des sashimi, puis ainsi de suite. C'était tellement bon. On a eu du gros fun noir, puis on s'est couché tard. On est revenu, Steve, après. D'ailleurs, Martin, je te salue. On venait juste d'arriver à la salle au Ruby Foods, où est-ce que le Requiem était. Martin venait d'arriver, puis il jasait avec toi. Puis Guillaume, Caro, Brian et moi, on est entrés, puis on s'est mis à chanter. On a fait des tonnes acoustiques.
Guillaume, qui est un très bon guitariste. Je ne savais pas qu'il jouait de la guitare. Puis on s'est mis à chanter avec, tu sais, vraiment au feeling. Puis je pense que c'est toi ou Nancy qui avez filmé. Puis on a quel beau moment quand même, tu sais. Mais ça, c'était pas le clou du spectacle. C'était une introduction fantastique. La journée du Requiem. Premièrement, je veux remercier tout le monde qui est venu nous voir. C'était plein toute la journée, du matin au soir. Il y a eu une petite période d'accalmie, je te dirais, à peu près à midi et demi, là. Mais outre ça, Brian a été sollicité beaucoup. Il y avait des line-up à sa table à plusieurs reprises dans la journée. Quel gars généreux de son temps. Puis, je veux remercier aussi nos auditeurs du Chevalier du Démon du Midi, Steve, qui sont venus se présenter, dire qu'ils regardaient les shows avec nous à chaque semaine. Je vous salue, je vous aime. Merci d'avoir été aussi cool puis sympathique. C'était vraiment un plaisir de vous voir. Je Il y pense a que même un auditeur, excuse-moi Steph, il y a même un auditeur qui a fait le line-up de Brian, puis quand il est arrivé à la table, il voulait pas parler à Brian, il voulait parler à toi. Ça, c'est je ne très sais drôle. même pas. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, c'était un grand plaisir Ben oui. justement de parler. Il y a deux personnes qui ont fait ça. Puis moi, j'étais, oui, ben, tiens, Brian est ici. Il dit, non, c'était avec toi, je veux jaser. Avant, je suis, ben, très cool, man. Puis, tu sais, encore une fois, je le répète, la communauté de l'horreur, on a la meilleure communauté du divertissement. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense que la communauté métal, étrangement, est très cool aussi. Puis c'est tu ne t'attends pas à ça, mais il n'y a pas beaucoup de in-fighting à travers les fans, les métalleux, comme on les appelle. Ouais. Mais la communauté de l'horreur, il faut que je vous le dise encore une fois, tout le monde est cool. Tout le monde est content de se voir. Il n'y a pas de. Il n'y a personne de choqué que son film préféré n'est pas le même que celui de l'autre. Les gens échangent, puis on est passionnés, man. Fait que tout le week-end, c'était ça. C'était un gros bain de foule, puis beaucoup d'amour, puis de passion de gens vraiment tripants. Puis dernièrement, je termine avec ça, je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus, Steve, mais j'ai animé 2 conférences. Puis d'ailleurs, merci à toi et à Martin de m'avoir offert cette chance-là. J'ai animé un panel avec Brian, donc un genre de questions-réponses là, sur sa carrière, sur sa vie. Savais-tu qu'il avait chanté aux Olympiques? Ben oui, en fait, il nous a raconté l'histoire qu'il est parti de Los Angeles pour aller à Atlanta avec son band en disant on va chanter aux Olympiques. Puis pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Puis la journée avant les Olympiques, il y a comme un band, je pense, qui a déclaré forfait, fait qu'ils les ont appelés. Puis ils ont été chantés aux Olympiques. Et après avoir chanté aux Olympiques, le band s'est comme dissous. Oui, ça a duré 2 ans. Ouais, fait qu'on dirait que ça a été comme. C'est comme le clou du spectacle. OK, on a fait ce qu'on avait à faire, puis maintenant, on prend tout notre chemin différent. On s'entend que c'est toute une barre, mais tu sais, chanter aux Olympiques, Brian Bremer, non seulement un acteur, mais un chanteur dans un band qui a quand même réussi à atteindre ce sommet-là. C'est spectaculaire. Il a parlé des 3 films les plus populaires qu'on connaît tous, que j'ai nommés tantôt. Il répondait aux questions des gens. OK, s'il y a des gens qui nous écoutent là, ce midi, qui étaient dans la salle, vous pouvez attester de ce que je dis. Ce gars-là vous regarde dans les yeux, puis quand vous lui posez une question, là, il est légitime dans son intérêt de vous répondre. Puis tu sais, j'en ai vu des acteurs à la convention, je ne les nommerai pas, mais à Jersey, ça paraissait qu'ils travaillaient, ils n'étaient pas contents d'être là. Ils étaient sur leur cellulaire, puis ils ne souriaient pas. Ou quand ils souriaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Puis, tu sais, Brian, c'était pas ça, vraiment pas. Puis j'ai aussi animé un panel avec Alec Dubuc de Horreur 360, mon bro et mon voisin, et Serge de Terreur sur le pod qui était là. 45 minutes, ce n'était pas assez long, Steve. Parce que mais ça passe très vite, les conférences de 45 minutes. Ouais. Puis honnêtement, encore une fois, pour ceux qui étaient là, je t'ai beaucoup insulté, Steve, dans ton dos, disant que tu me balançais de la merde avec tes films des fois, mais que, en général, ce que tu me conseillais, c'était quand même assez bon. Par contre, Martin puis Donald, qui me parlaient de leur film de Killer Donuts, puis ainsi de suite, eux autres, on dirait qu'ils m'en veulent. Là, mais en tout cas, on a vraiment eu du fun. Puis, j'ai pas eu le temps d'aller voir beaucoup d'exposants, je t'avoue, parce qu'on était très occupés. Ça a roulé à votre table là, avec les t-shirts, les bières, les Blu-ray, ainsi de suite. Je pense qu'il y avait du monde H24. Là. Il y avait du monde tout le temps, du début à la fin. Puis, le Blu-ray là, sur la route, effectivement. Ah, puis c'est vrai. Puis moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais avec Brian, mais je pense que vous avez rediffusé l'épisode 13, L'escale sanglante. Oui, effectivement, salle presque comble. C'était vraiment le fun. Il restait quelques places dans la salle. Pour être franc, je suis arrivé juste pour la conférence de la fin, le petit panel. C'est juste avant Brian Bremer. Justement, on a parlé pendant une quinzaine de minutes des gens qui nous ont posé des questions. Et la question qui revenait toujours, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 sur la route de l'horreur? Et notre réponse était
Peut-être, mais pour l'instant, on s'enligne vers un autre format qu'on va sûrement vous parler bientôt. En fait, on est en train de mettre ça tout ensemble. Là. On a une idée assez le fun, puis on va avoir besoin de l'aide des gens pour nous aider à réaliser cette idée-là. Mais on vous revient là-dessus bientôt. Très hâte, très hâte, très hâte. Un beau Ben, projet. Colin. Toi, Steve, comment t'as aimé ton week-end? Là? Si Ben, on y écoute, va, c'est un week-end qui est hyper épuisant, mais tellement agréable. Moi, qu'est-ce que j'adore, c'est revoir tous ces gens-là qu'on ne se voit pas souvent, en fait, la gang d'horreur. Il n'y a pas beaucoup d'événements du type Requiem où il y a Horreur Expo. Des fois, on peut se revoir à Spasme, des choses comme ça, ou Fantasia. Mais là, c'est vraiment de tout voir ces gens-là. Puis c'est le fun de voir des gens des fans d'humour qui ont été Sur la route de l'horreur, qui viennent nous voir. Allô, comment ça va? Tu sais, qu'on a rencontré du monde déguisé qui viennent te voir, puis là, tu regardes, t'es comme, tu me reconnais pas, là, c'est Simon. Ah, Simon, comment ça va? Fait que c'est le fun de voir ça. Puis tu sais, ça reste que c'est une convention d'hôtel, hein, tu sais, comme on a un festival de films, on passe des films pour passer des films. Tu sais, on n'a pas une salle comme Fantasia, mais c'est le fun de voir les courts-métrages québécois sont super bien marchés. Les blocs québécois, c'était presque ça le comble. Les conférences aussi, il y avait quand même beaucoup de monde qui ont été voir les Oui. conférences. Fait que tu vois, tout ça, c'est le fun. C'est de revoir toute la gang d'horreur Québec. Je peux pas nommer tout le monde, mais c'est cool. Puis on a déjà hâte à l'année prochaine. C'était trippant. Fait que, en gros, succès sur toute la ligne pour moi, Steve, puis merci encore. Yes. Parlant de l'année prochaine, ben là, je veux pas parler en fait de l'année prochaine, je veux parler de aujourd'hui, hein, le 29 septembre. J'ai dit en début de show que c'était le dernier show du mois de septembre. Après, on tombe en octobre. Hein, et Hey, en c'est un gros octobre, mois pour nous autres, ça. ouais, tout le monde commence à C'est notre regarder premier, des films. Steve. C'est notre premier. Et là, je vais avoir du pain sur la planche. Je vais avoir vraiment du pain sur la planche parce que il y a un festival de films, le South African Horror Fest, qui est un des gros festivals de films, m'a demandé d'être jury pour le festival. Fait que, ils m'ont déjà envoyé une série de films qui sont en compétition à regarder. Donc, je vais regarder plein de films au mois d'octobre, plein de films que j'ai jamais vus. Oh Je boy. vais essayer, je ne serai pas capable de garder le pace de un par jour, mais je vais essayer d'en regarder le plus possible. Puis, sans trop en parler, parce que je peux pas trop en parler jusqu'à temps que les prix soient annoncés, etc. Je vais vous dire les bons films à regarder ou à surveiller ou quoi que ce soit. Mais 29 septembre, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le monde de l'horreur le 29 septembre. On va demander à Daniel, puis durant qu'il va parler, ben, moi, je vais ouvrir une bière. Pourquoi pas? J'ai ouvert la mienne déjà, mais moi, c'est une sans alcool. Je suis un petit garçon Mais moi, sage. je bois la bière de Sur la route de l'horreur. Ah, écoute, j'ai même pas goûté encore. Il serait temps. Hein? Salut tribu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui en ce 29 septembre, il y a un total de 17 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1972, on a Don't Torture a Duckling, qui est un giallo réalisé par Lucio Fulci. Ça raconte l'histoire d'une petite ville du sud de l'Italie qui est secouée par une série de meurtres d'enfants, puis la police puis deux parias cherchent le coupable parmi les boucs émissaires au sein de la communauté très superstitieuse. C'est pas un mauvais giallo, faudrait que je le revoie, mais de ce que je me rappelle, c'est pas mon préféré de ceux que j'ai vus à date. Je pense que cet honneur-là revient encore et toujours à Deep Red de Dario Argento. Puis parlant de films qui sont pas parmi mes préférés, ensuite on a Halloween The Curse of Michael Myers en 1995. L'histoire se déroule 6 ans après que Michael ait terrorisé Haddonfield pour la dernière fois. Il y retourne alors qu'il est à la poursuite de sa nièce qui s'est enfuie d'une secte avec son nouveau-né. Cette entrée-là dans la franchise est loin d'être la meilleure, mais personnellement, je trouve aussi que c'est loin d'être la pire. Pour moi, le pire reste Halloween 5. Mais pour vrai, j'haïs pas The Curse of Michael Myers. Surtout le Producer's Cut qui est vraiment meilleur que le cut original. Même si c'est un peu stupide que Michael est maintenant la marionnette d'une secte. Sérieux, le monde qui dit que Halloween Ends est le pire de la série, puis même le pire film ever. Avez-vous déjà regardé la franchise dans son entièreté? Ensuite, en 2007, on a Species The Awakening, qui est le 4e dans la série des Species. Le film a été présenté en grande première au Sci-Fi Channel, donc ça vous donne une idée de sa qualité. Honnêtement, je me rappelle même plus de l'histoire, je me souviens juste que j'avais trouvé ça hyper ordinaire, puis qu'on était loin de la qualité des deux premiers.
Je le mentionne juste parce que ça fait partie de la franchise des Species. Si vous avez l'intention de les regarder, sachez qu'après le 2, ça prend une méchante drop. Et parlant de méchantes drops et de films que je mentionne juste parce que ça fait partie d'une franchise, en 2012, on a Lake Placid The Final Chapter, qui est le 4e dans la série. Dans le film, Black Lake est maintenant un sanctuaire pour crocodiles entouré d'une clôture électrique. Malheureusement, la clôture reste ouverte puis un autobus scolaire rempli d'ados stupides entre dans le parc sans le savoir puis ça va être au shérif à les sauver avant qu'il devienne le prochain snack des crocodiles. C'est pas bon, mais je pense que je l'ai trouvé meilleur que le 2 puis le 3. Ah, puis meilleur que Lake Placid vs Anaconda. Mais tu sais, quand je dis meilleur, là, c'est pas de beaucoup. Ensuite et finalement, toujours en 2014, on a Annabelle, qui est un spin-off de la série des Conjuring qui raconte l'histoire d'un couple qui commence à vivre des événements surnaturels impliquant une poupée vintage peu de temps après que leur maison ait été envahie par les membres d'une secte satanique. Je l'ai même pas vu, puis honnêtement, ça m'intéresse même pas. J'ai juste pris le résumé de IMDb puis je l'ai traduit. Je sais même pas ce qui se passe dans ce film-là. Je me suis arrêté au fait qu'il est réalisé par John R. Leonetti, le même réalisateur qui nous a offert la grosse marde qu'est Mortal Kombat Annihilation en 1997. Puis d'après ce que j'ai pu voir des critiques, je manque pas grand-chose. C'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux. À la prochaine. Oubliez pas le marché de l'Outre-Tombe le 14 octobre prochain. Puis back to you Steve et Stéphane. Hein? Mortal Kombat. Oh man! C'est tellement mauvais ce film-là. Ça, c'en est un So Bad It's Good. Ça, c'est un film qui atteint des sommets de médiocrité. C'est même pas médiocre, là. C'est de la merde, là, confite. Dans les 5 premières minutes du film, il n'y a aucun sens. Le film, le deuxième est supposé de suivre directement à la seconde, ou je pense la minute près, la fin du premier. Les personnages sont pas habillés pareil, ils ont plus le même saut de la même couleur. Johnny Cage a retrouvé ses lunettes dans le 1, Goro, il les a cassées. Écoute, Raiden est rendu avec les cheveux courts, t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, rien ne se tient. Rien ne se tient. Aucun sens. Mais c'est pas mal tous des films de merde qu'il a nommés, là. Puis je suis tellement content. Dan, merci d'avoir défendu un peu par la bande Halloween Ends, un film que j'ai vraiment pas détesté non plus. On l'a déjà couvert au Chevalier du Démon du Midi. C'était un des Regarde-moi ça, Steve, que tu m'avais balancé. Puis il pose une très bonne question, Dan. Il dit, ceux qui disent que Halloween Ends est le pire de la franchise, avez-vous vraiment regardé la franchise? Parce que The Curse of Michael Myers, c'est vraiment fucking poche. Là. Puis je ne sais pas si c'est dans celle-là que le masque est à son pire. C'est-tu dans celle-là? C'est dans celle-là, Steve? Je réécoute la franchise. Je pense que dans The Curse, il y a un kill vraiment nice. C'est un gars, genre dans la mi-cinquantaine, qui se fait passer une machette à travers le ventre, puis ça rentre dans la boîte à breaker, puis il se fait électrocuter pendant qu'il est empalé. Et il se fait tellement électrocuter que sa tête éclate. Fait que, tu sais, crise de mort brutale, là, quand même. Là. Mais ouais, c'est ça. Ben, tu vois, il a nommé des suites. Moi, j'aime ça. Là. Species, là, le 3e, là, ça fait très longtemps. J'ai le coffret chez nous. Ça, c'est dans mes films en série. Il faudra que j'écoute ça à un moment donné. Et les Lacs Placides aussi, puis les Anacondas, là, j'ai les 8 chez nous. À un moment donné, il va falloir que je lui mette. Ça va être très drôle. Je veux me dépêcher. On fait tout le temps le tour de table habituellement là. J'aimerais ça la garder pour la fin du show parce qu'on a un invité qui est avec nous, qui nous attend. Ceux qui sont venus au Requiem l'ont peut-être croisé, ils ont peut-être eu la chance de découvrir ou d'acheter son nouveau livre qui était exclusivement au Requiem, mais qui sort le 11 octobre prochain. J'amène avec nous monsieur Claude Bolduc. Claude, comment ça va? Ça va très bien, les gars, et vous? Très bien, Claude. Écoute, on est en train de jaser d'horreur. Je bois une bière sur la route. Le week-end s'en vient et en plus, moi, en fin de semaine, je ne fais pas une, mais 2 conventions. Hein? Je pars avec Martin, on s'en va à Sudbury pour SICK, la convention SICK, et ensuite, on finit ça à Fear Mall. Pour ceux qui sont venus au Requiem, dans la 2e salle, au fond, il y avait Road and Rags, justement. Stéphane, tu as un chandail de eux. Ils font une convention qui s'appelle Fear Mall dans le bout d'Oshawa. Puis ils nous ont invités, donc on s'en va là ce week-end. Fait que tout va bien, tout va bien. Excellent. Ben moi, je n'irai pas aussi loin en fin de semaine, là, mais pour l'instant, je jouis encore de la sortie de mon roman parce que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais rien publié comme ça.
Ben oui, effectivement. En fait, c'est ça. Ça faisait combien de temps, Claude, que tu n'avais rien mis en fait sur les tablettes et que là, tu as décidé de revenir avec un nouveau roman? 12 ans. Ouh. Je parle de l'épouvante que je destine au public adulte, là, parce que j'avais eu quand même des rééditions de trucs pour la jeunesse, mais ça fait aussi plusieurs années. Mais dans les vrais trucs là d'épouvante, comme les recueils que je publiais autrefois, puis tout ça, c'est pratiquement 12 ans sans publier. Est-ce que tu reviens à tes amours, Claude? Est-ce que c'est tes premiers amours, les romans comme ça? En fait, moi, je suis un gars de nouvelles. J'ai des textes plus courts. C'est avec ça que j'ai bâti presque toute ma carrière que j'ai faite. Et puis, c'est avec ça aussi que j'ai eu une certaine reconnaissance, quelques prix. Et puis, même si on ne se met pas riche avec des nouvelles, il reste que grâce à ça, j'ai quand même pu voyager. J'ai été invité 4 fois en Europe. Oh, incroyable. Alors, ça compense peut-être pour les droits d'auteur qu'on n'a pas. Oui, ben ça, c'est le fun. Puis je présume que tu as aussi publié des recueils de tes nouvelles, un peu comme Guy de Maupassant, peut-être à moins grande échelle, bien Oui, entendu. regarde, ça avait commencé comme ça à la fin des années 90. Belle couverture, ça, pour les amateurs d'horreur, là. Vraiment. Ça, c'était mon premier recueil. Celui-là, en 2006, m'a valu... Ouais, l'illustration fantastique, dont tout le fantastique tient dans un petit détail, la chauve-souris. Ça ressemble un peu à Dracula dans le ciel, là. Ouais, un peu, hein? Et puis ce livre-là m'avait valu le Grand Prix de la science-fiction et du fantastique québécois. Non, ça devait être tout un honneur, ça, Claude. Eh ben, je comprends, j'avais jamais été honoré comme ça. En tout cas, ce qui est bien que ce Grand Prix-là, c'est que les gens les jurés, c'est des amateurs de fantastique et d'épouvante. Alors, ça fait du bien d'être honoré par ces gens-là. Ben, c'est ça, dans le fond, tu as eu la validation du public cible exact de ton roman. Dans ce cas-là, comme dans un genre romanesque comme ça, il faut que tu t'adresses aux bonnes personnes. Puis, d'après moi, ils sont doublement critiques dans ce temps-là, hein, parce qu'ils regardent les trucs, ils vont dire on va voir qu'est-ce que ça nous présente. Puis ça t'a valu un prix quand même. Fait que chapeau. Ouais. Mais quand tu es à l'extérieur de ce milieu-là, ça fait du bien aussi d'être honoré. Parce que quand tu écris de l'épouvante, le grand public, les littéraires, c'est pas toujours leur spécialité. Mais j'ai été honoré aussi de ce côté-là. Par exemple, le prix d'excellence de la Fondation pour les arts et les lettres en Outaouais. Alors, c'est un beau prix, ça aussi. Ben, je comprends donc. C'est des gens qui ne sont pas spécialisés en fantastique puis des choses comme ça. Alors, puis ils ont été charmés, c'est ça. Puis en plus, ils ont été charmés, comme tu dis, par un genre qui n'est pas le leur nécessairement. Oui, et peut-être horrifiés un peu aussi. C'est ça le but. C'est ça le but. Puis pour ce qui est de l'ensemenceur là, qui va être sur les tablettes dans 2 semaines, là, je crois que tu l'avais présenté au Requiem, comme Steve disait tantôt. Oui, ben, il était là en primeur. Jonathan et les gens des Cibrumes, l'éditeur, m'ont dit hey, ça serait bien pour toi que tu sortes de ton cocon, de ta coquille, puis de ton trou, puis que tu viennes faire un tour en public. Ça fait longtemps que ça ne t'est pas arrivé. Et l'occasion est belle, hein? Un beau festival centré sur l'horreur. Puis j'avais un beau roman à leur présenter. Alors, la couverture est vraiment tripante. Là. Je l'ai dit d'emblée tantôt quand tu es arrivé avec nous au début là, du show, puis j'ai lu le synopsis, puis ça représente exactement... En une image, on peut comprendre un peu ce qui se passe déjà. Là. Magnifique travail de l'illustrateur François Vaillancourt. Là. Oh, c'est François qui a fait... Je ne savais pas. François, oui. Ben oui. François a fait notre superbe affiche du Requiem l'année dernière et était présent cette année. Oui, j'ai pu le rencontrer pour la première fois, justement. Oui, François, il fait beaucoup de trucs pour Stephen King. En fait, pour les comic books, les livres de Stephen King, ces choses-là, il est comme l'expert québécois qui fait des dessins pour Stephen King. Mais bon, écoute, on n'est pas là pour parler de François et Stephen King. On continue avec, avec toi, Claude. J'adore la pochette. Puis, OK, tu vois, quand j'ai vu le livre, on disait, c'est mystérieux, c'est beau. Là, tu me dis que c'est François qui l'a fait. Je suis comme, OK, c'est pour ça que c'est si beau. Tu sais. Ben, écoute, il est vraiment doué. J'ai quand même pu regarder un peu ses œuvres.
pendant qu'il était à Requiem. Et Oui. puis que ce gars-là, le talent lui sort par les oreilles, comme on dit. Un virtuose. Voilà, un virtuose. Mais là, si on dit l'ensemenceur, c'est quoi l'ensemenceur? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? C'est quoi le livre? Qu'est-ce que les gens doivent s'attendre quand ils vont s'installer dans leur petit hamac cet automne, à leur chalet, en avant du lac, à commencer à lire ça? Ben, sans trop vous en dire, je vous dirais que j'ai choisi comme cadre un petit immeuble, un petit bloc appartement, tu sais, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et puis, j'ai peuplé ça avec des gens bizarres. Et puis, ces gens-là, ben, à un moment donné, ils ont un problème. Ils s'aperçoivent qu'il y a des petites bêtes qui vont fouiller dans les vidanges, puis dans le recyclage, puis dans le compost, qui font du dégât. Ça sent mauvais. On pense qu'il y a peut-être des bêtes puantes qui rôdent autour. Ça arrive. Moi, j'en ai ici des fois. Et puis, parmi toute la faune qui habite là, il y en a un qui est reporter dans un petit hebdo régional. Donc, lui, il voit l'information locale et on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses étranges qui se passent. C'est jamais loin de leur bloc appartement. Puis, si bien qu'à force d'accumuler des indices, il n'y a plus personne qui croit à la bête puante. Là. Il y a quelque chose qui rôde autour. Et cette chose-là n'est pas humaine, elle vient pas de la surface, elle était elle vivait bien cachée, très loin sous terre. Et puis, on a un monsieur, par exemple, qui vit dans ce bloc appartement-là, qui tranche un peu sur les autres. Tu sais, très raffiné, toujours bien mis, il a l'air à l'aise, on se dit, ben, il n'y a pas d'affaire là, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il n'est pas là pour rien. Et puis lui, il sait de quoi il est question. Mais évidemment, il ne le dit pas à personne, mais il va être obligé à un moment donné de le dire parce que cette créature-là, c'est lui, en passant, qui l'a baptisé l'ensemenceur. Parce qu'il a l'impression qu'elle cherche à se reproduire. Intéressant. Comment? On ne le sait pas, hein? Avec quoi? On ne le sait pas. C'est ce qu'on va découvrir en lisant. Et c'est le fait de ne pas en dire plus que ça là, qui va faire que ça peut être un roman qui est inquiétant pour les gens. C'est pas un roman d'horreur, tu sais, avec des guirlandes de tripes partout. C'est plutôt un roman qui va chercher à te rendre inquiet ou à t'angoisser. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, il y a des affaires que je comprends pas. Et puis, je joue beaucoup là-dessus. Oui, puis je présume aussi, vu que c'est un 6 logements, ben, il y a 6 personnages ou 6 identités propres là, dans ce contexte-là qui interagissent puis qui sont complètement différents. Moi, tu m'as, en passant, Claude, juste comment te raconter ton synopsis, là, je t'ai accroché à tes lèvres, donc tu as un client. C'est sûr, tu as un client avec moi. Là. Probablement, je ne pourrais pas te le raconter 2 fois de la même façon. C'est pour ça que ça fait des très bonnes... c'est ça, c'est des très bonnes histoires, c'est bien raconté, tu as réussi, tu m'as eu. Sinon, Stéphane, il peut juste réécouter l'épisode puis s'en rappeler, puis se redonner le goût, etc. Là, c'est édité par les 6 Brumes, donc c'est ça qu'on parlait de Jonathan Reynolds, il fait partie des 6 Brumes. Le livre va être disponible, je présume, plus Internet, partout. Est-ce qu'on peut aller chez Renaud Blé puis le trouver? On ne le sait pas encore. Je te dis pas qu'il va être sur les tablettes. Après tout, je ne suis pas une grande vedette. Mais il va être disponible. Je suis sûr que ça va être possible de le commander dans n'importe quelle librairie. Ah, c'est bien parfait. Et là la question, ça faisait... Oui, Stéphane? Oui, je voulais juste demander si c'était facile de le trouver en ligne, là, si on veut le commander sur des places comme Amazon ou des choses comme ça. Ben écoute, les 6 Brumes, on est jeudi. Il y a quelques jours à peine, les 6 Brumes ont lancé leur campagne de prévente. OK, directement sur la page des 6 Brumes. Ah, ben c'est encore mieux. Fait que laissez faire Amazon. Là. Allez directement sur le site des Brumes. Amazon, il n'y a pas beaucoup besoin mieux. Non, c'est ça. Moi, ma question, ça faisait 12 ans que tu n'avais pas fait de roman. Là, tu viens de faire celui-là. Est-ce que ça t'a donné la piqûre pour recommencer puis en faire tout de suite un autre? Ou tu te dis, je vais prendre mon temps, je vais laisser celui-là aller, puis je vais en faire un autre juste quand je vais avoir comme l'idée, la bonne idée? Parce que des fois, il y en a qui vont juste... ils vont juste écrire, tout le temps écrire, mais il y en a qui aiment ça attendre. Je pense, mettons, à James Cameron au cinéma, là, qui fait pas un film à toutes les années, mais quand il en fait un, ça marche. Comparé à, mettons, en écriture, Stephen King, qui sort un film, on dirait, à toutes les 4 minutes.
Ouais. Un livre. Un livre. Un livre. Ben, un film aussi, il y a tellement de films. Un livre. Ouais. Ben, regarde Kubrick, il ne sortait pas des films souvent. Voilà, exactement. Ça faisait fort à chaque fois, peu importe de quoi il parlait. Moi, Donc, j'ai été longtemps que j'écrivais même plus du tout. C'est pas pour rien que je publiais plus. Et puis, ça m'a repogné, ça fait à peu près 2 ans, un petit peu plus que 2 ans. Au début de la pandémie, tiens. Au début de la pandémie, j'ai perdu ma job, j'ai perdu toutes sortes d'affaires, ça allait plus bien. Fait que je me suis dit, ben, c'est peut-être un signe qu'il faudrait que je me remette à l'écriture, parce que moi, je passais mes journées devant un ordinateur avant ça. Non seulement je travaillais ma job devant un ordinateur, mais quand j'arrivais chez nous, j'allumais l'ordinateur et je restais assis devant. Donc, j'ai repris un peu ce beat-là depuis que je travaille plus. Et j'ai déjà des choses en marche, toujours des nouvelles, parce que moi, les nouvelles, ça me quittera jamais. Quand j'ai découvert la littérature fantastique, c'était à travers des nouvelles. Et, mais là, cette fois-là, je me suis fait prendre, peut-être à cause de mon bloc appartement, avec tout ce monde-là, ça a fait plus de matière, évidemment, puis c'est pour ça que je me suis retrouvé qu'un roman, parce que j'en avais jamais fait avant ça. Pour le public adulte, j'en avais fait pour les ados, mais pour le public adulte, je n'avais jamais fait de roman. C'est juste des cool. nouvelles, etc. Ouais. C'est très, là, très j'ai cool. un autre... une novella ou un roman, je ne le sais pas encore. J'en ai écrit une bonne partie, puis j'ai arrêté parce que, tu sais, il y a des moments, tu as trop d'affaires en même temps qui t'arrivent, puis tu n'es plus capable de te concentrer. Ça fait que ma grosse histoire est un peu comme un bazou en panne sur le bord du chemin, elle est arrêtée là, mais je sens que ça va venir, ça va venir. Je vais m'y remettre. Peut-être que j'attends qu'il neige. Et puis là, l'occasion sera belle. On veut pas qu'il neige. Ouais, mais ça prend un petit peu sans ça. C'est peut-être après ça. C'est peut-être ça que ça me prend là, pour recommencer. Wow. Ben, écoutez, écoute, Claude, merci vraiment. Attends, avant, je m'en allais te dire merci, mais on s'en est parlé juste avant le show. J'ai vu quelque chose sur tes réseaux sociaux. J'ai vu que tu as mis une photo de un fanzine, un magazine qui s'appelle Rêveur Fantastique, des années 90, je présume. Oui. Écoute, c'est quoi ça? Moi, je suis un fan de ce genre de petit fanzine, magazine-là. J'ai toujours rêvé en faire un d'horreur au Québec. Puis là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme OK, comment se fait que je ne connais pas ça, que je n'ai jamais vu ça? C'est né à Trois-Rivières. Je ne connais pas toute l'équipe, mais Frédéric Durand, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un écrivain. Alors, Frédéric Durand était, mon Dieu, directeur littéraire de cette revue-là. Il y avait un peu de fiction, des nouvelles, et ça parlait beaucoup de cinéma aussi, on le voit par la couverture qu'il y a là. Il y a beaucoup de questions de cinéma. Donc, dans ce sens-là, on pouvait dire que c'était un magazine qui était différent de Solaris, parce que Solaris, on y trouvait plus de fiction et des articles, mais ça ne parlait pas autant de cinéma que ça. Ça, c'était un peu plus, ça visait un peu plus le grand public, je te dirais. Écoute, puis écoute, ça se trouve plus, je présume, c'est impossible. Non, moi j'en ai un. C'est ça, vous en avez un. Fait que, moi, j'ai le numéro 1. Il y a eu un numéro 0 avant pour le lancer. OK. Et ils ont préparé un numéro 2, puis je pense qu'il n'est jamais sorti. Ou s'il est sorti, il n'a pas été distribué. Et Frédéric m'a rappelé que je devais être au sommaire. Écoute, il va falloir qu'avoir Frédéric sur le show éventuellement pour jaser de ça, parce que moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça vraiment le fun. Il y a eu Contamination, à un moment donné aussi, une autre revue comme ça qui a sorti quelques éditions faites par, c'était Éric Boisvert, Holas Svensson, je ne me rappelle plus qui avait fait ça, et que je trouve ça cool. Moi, je trouve ça le fun, surtout pour promouvoir tout ce qui est horreur québécois. Stéphane? Mets ça dans nos projets. Là. On va sortir un magazine d'ici. Il y a une affaire que je ne vous ai pas dit à propos de l'ensemenceur. C'est qu'avant même qu'il soit sur le marché, quelqu'un a décidé qu'on ferait une adaptation cinématographique de l'ensemenceur. Écoute. Et là, attends. Vous connaissez les montagnes hallucinées? Ben oui, parce que Vanessa et Vanessa Jonathan. Passionna, ben voilà, c'est elle qui va
se charger de faire une adaptation. C'est parce que tantôt, Claude, oui. justement, comme quand tu décrivais le synopsis, puis tu parlais de ça, j'étais là, waouh, ça ferait tellement un bon film. Je pense que Vanessa est d'accord avec toi. Ah, ben tu vois. Effectivement, Wow. Vanessa Ça a commencé que c'est Jonathan qui m'a dit, parce que lui, Vanessa a réalisé un court-métrage. Oui, Petite Poule Rousse qu'on a passé au Requiem en fin de semaine. Et puis à un moment donné, comble. Ouais. Magnifique, hein? Magnifique. Puis là, Jonathan m'a dit, ben, Vanessa est toujours à la recherche de nouvelles qui se prêtent très bien à une adaptation. Alors, quand j'ai su ça, il nous a mis en contact. J'ai envoyé mes 3 recueils à Vanessa. Et pendant, probablement qu'elle était en train de commencer à lire ça, les Cibrumes ont annoncé que mon roman s'en venait. Et elle s'est montrée intéressée là, à acheter un coup d'œil. Donc, comme il n'était pas imprimé, on lui a envoyé un PDF. Et puis, ça n'a pas été long qu'elle m'a dit que ça lui plaisait et qu'elle voyait un bon potentiel pour l'adapter. Ben écoute, on va suivre toute cette histoire-là parce que je trouve ça super intéressant. Petite Poule Rousse, les tubercules, je me trompe toujours. Excellent. J'ai toujours tuberculose dans la tête. À chaque fois que je dis le nom, Vanessa va m'arracher la tête. C'est des excellents films. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire en tant que long métrage avec ton roman. Ça va être incroyable. Fait que tout le monde, allez acheter. Vous allez sur les 6brumes.com. C'est la prévente présentement. Oui. Sinon, je présume en librairie un peu partout à partir du 11 octobre. Mais passez par les 6 brumes. C'est plus le fun pour eux que vous passez directement par leur site web. C'est plus intéressant, c'est plus rentable. Donc, je vous recommande tout le monde d'aller acheter ça. Et je remets la pochette de l'ensemenceur qui est juste comme incroyable. Et Claude, je te remercie d'être venu faire un tour sur le show. Et on va se reparler éventuellement. Là, je présume qu'on pourrait se faire un petit catch-up, comme on dit, à savoir comment ça se passe, puis c'est quoi tes projets qui s'en viennent. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, les gars. Hein? Merci beaucoup, Claude. À la prochaine. Bye. Ah, tellement le fun de parler en direct avec un invité comme ça. Vraiment, ben oui. Ben oui, ben là, regarde, en presque un an, Steve, c'est la première fois que ton segment invité n'est pas enregistré d'avance. Oui, effectivement. Ben, c'est plus le fun. C'est plus le fun. On a une discussion comme ça, c'est cool, puis ça fait une surprise, puis c'est le fun. Oui, vraiment. Fait que quand Claude a décrit le synopsis de son livre, moi, j'ai pas vu ma face, là, puis je me suis pas regardé, mais c'est clair que j'avais un gros sourire dans la face, puis j'étais captivé. Là. Il l'a très bien décrit. Et puis en plus, il parlait du long métrage. Moi, je pense que Vanessa m'a parlé qu'elle a discuté d'un long métrage avec Brian Bremer ce week-end. Fait qu'il y a des grosses chances que peut-être que les deux projets soient un peu ensemble associés. Fait que, ouais, je te confirme qu'elle a parlé avec. Elle était à côté de moi quand elle, puis Jonathan, c'est ça? Oui, Jonathan. Jonathan qui était là, parlait avec Brian, puis moi j'étais à côté, c'était à la table où est-ce qu'on faisait les dédicaces. Ça va être n'importe quoi pour ramener Brian à Montréal, parce qu'on a tellement trippé là-dessus. On n'aura pas besoin de travailler bien fort. C'est ça. Fait qu'on a vraiment hâte de lire ce livre-là, on a hâte de voir le film et on a hâte de savoir comment tu as trouvé le film de Void que je t'ai lancé au défi de regarder la semaine passée. Fait qu'on fait aller le petit jingle, puis j'ai bien hâte que tu me parles de ça ensuite. Hey toi, regarde-moi ça. Là, Steve, il y a plusieurs personnes qui ont vendu The Void d'avance. Premièrement, ça m'a fait peur, ça, un peu. Vas-y, continue. Ben, c'est correct. Mais le premier qui en a parlé, c'est Dan. Dan d'Horreur FM, qui c'était un des films de la semaine ou de la journée, en fait. Là. Il y a aussi Steve de Revue qui a laissé un commentaire sous la vidéo disant The Void, c'est malade. Puis, quelqu'un que je nommerai pas, qui est sûrement pas toi, qui a dit Stéphane risque juste de chialer sur le film encore comme d'habitude. Si c'est pas toi, je me demande c'est qui. Puis bon, moi, ça me dérange pas vraiment. L'opinion de quelqu'un isolé comme ça qui me dit c'est vraiment hot, c'est vraiment poche ou c'est moyen, ça influence pas vraiment
mon jugement, mon appréciation. Ce qui peut influencer, c'est si j'ai lu beaucoup sur le synopsis au préalable ou si j'ai vu un trailer, chose que j'essaie d'éviter à tout prix, comme la peste noire. Je trouve que c'est inutile, un trailer. C'est comme goûter au dessert avant de commencer le souper, tu comprends? Puis, j'avais rien vu de fuck all de The Void. Je n'avais même pas entendu parler. En partant, j'étais un fan d'H.P. Lovecraft. Fait qu'on s'entend que ça ressemble beaucoup à une représentation visuelle de plusieurs histoires d'H.P. Lovecraft, The Void. Le problème avec The Void en partant, ça va être très difficile à décrire le synopsis parce que c'est tellement confusing, OK? Dans le fond, il y a un policier. C'est un film à huis clos, OK, d'emblée, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah, puis d'ailleurs, je vais y penser cette semaine, Steve. Je vais spoil le film, mais vous risquez de rien comprendre pareil. Fait que même si je le spoil puis je dis ce qui arrive, vous allez faire de quoi? C'est quoi qu'il dit, man? Puis tout le long du film, je me grattais la tête. J'étais avec Xavier, encore une fois, fidèle au poste, mon magnifique garçon de 15 ans, qui va avoir 15 ans dans 2 semaines. Puis, on était vraiment hype, on l'a commencé tôt. Fait que, c'était pas un film de fin de soirée que tu es déjà claqué et que tu te bats pour garder tes yeux ouverts. Fait que, vraiment, The Void avait toute notre attention. Je dois dire, la cinématographie, l'imagerie de ce film-là, c'est vraiment nice. La couleur, les tons qu'ils ont choisis, dans le fond, pour les scènes d'ouverture du film, les genres d'images de nébuleuses dans l'espace qu'on voit, puis c'est vraiment psychédélique, ça a l'air d'un cauchemar. Puis, il y a un policier qui se rend dans un hôpital qui est comme semi en construction ou en sinistre. Là. Il y a comme une zone de l'hôpital qui est barrée, puis il travaille dans cet hôpital-là à staff réduit. Okay? Donc, il n'y a pas beaucoup de gens. Je pense qu'il y a 3 infirmières, un docteur, le policier en question et une personne blessée, dans le fond, qui est amenée à l'hôpital. Puis, au final, ce qui se passe dans l'hôpital, c'est que cette personne-là, qui est blessée, se faisait poursuivre par des gens en toge blanche avec des triangles, avec des dessins de triangles dessus. Puis, c'était très mystérieux. Les gens qui stalkaient la victime ne parlaient pas. Ils étaient tous pareils, très stoïques, très droits. Puis, ils sont à l'extérieur de l'hôpital. Puis, dans le fond, les protagonistes du film sont pris à huis clos dans l'hôpital, puis ils sont entourés de ces forces-là à l'extérieur. À mesure qu'on avance dans ce film-là, on rentre de plus en plus loin dans l'hôpital, puis on se rend compte qu'il y a quelque chose de fucked up qui se passe. Okay? Bien entendu, c'est pas clair ce qui se passe du tout. Je te dirais que c'est un mix, ce film-là, de setting de The Thing de John Carpenter, Dawn of the Dead de Zack Snyder pour le côté huis clos puis les différents personnages. Il y a une femme enceinte comme dans Dawn of the Dead de Zack Snyder aussi. Ça me fait penser un peu à Hellraiser 2 dans le setting de l'hôpital, puis des genres de dimensions parallèles entre les murs. Okay? Il y a eu beaucoup de ça aussi. Puis ça me fait penser aussi aux jeux de Capcom comme Silent Hill ou Resident Evil 2 en termes de ton. Puis ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, hein, Steve? Parce que quand on dit qu'un film ressemble à, tu peux avoir des parcelles de ressemblance avec un matériel source. Dans le cas de The Void, c'est de la copie à plusieurs aspects. Je trouve que les créatures animées qui sont toutes en practical, en passant, ça, ils ont la meilleure note possible de moi de ce côté-là. Les practical effects sont écœurants. Les bêtes sont confusing, sont étranges, sont littéralement épeurantes, mais on ne comprend pas pourquoi ils sont là et comment ils sont faits. T'sais. On dirait que Jeremy Gillespie et Steven Kostanski, les 2 réalisateurs, ont fait des champignons magiques en très, très, très grande quantité. Puis ils ont tous mixé les choses qu'ils aimaient ensemble pour essayer de faire un film. Puis je trouve que ce film-là a trop d'ambition puis de genre de backstories, mais il n'y a rien qui est développé vraiment de façon concluante puis satisfaisante. C'est plein de bonnes idées, toutes mixées ensemble, avec une belle cinématographie, mais on dirait que le film ne réussit pas à bâtir une tension qui est palpable puis qui est crédible. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais. Je comprends à 100% parce que je partage ton opinion. Continue. Oui, bon, mais tant mieux. À crime, c'est rare que tu dis ça quand même. Le plus gros red flag, en fait, c'est que c'est impossible à décrire simplement ce film-là. Puis ça, c'est un problème pour n'importe quel film. Quand quelqu'un te demande de quoi ça parle, tu sais, tantôt, Claude Bolduc, l'auteur, il nous a décrit avec brio
le synopsis de son livre en quelques lignes, puis j'ai été captivé. OK? Si on dit à Claude, regarde The Void, puis fais la même affaire, fais-nous un pitch comme tu viens de faire. Je suis pas capable. D'après moi, il aurait fait un AVC, puis il serait tombé live sur caméra par terre parce que c'est tellement confusing. Puis le film ne dure pas très longtemps. Il est dans le sweet spot. Il est 1h39. Fait qu'il est très proche d'être un peu trop long. Oui. Il n'y a aucun développement de personnage. Zéro. Il y en a 2 là-dedans qui ne servent à rien pantoute, à mon avis aussi. Le docteur finit par se transformer en un être surnaturel que je trouve est un mix entre Vecna de Stranger Things saison 4 et Frank Cotton dans Hellraiser, qui était au Requiem en passant. Effectivement. Puis, on s'entend, The Void est sorti en 2016. C'était avant Vecna. Mais c'est juste pour dire que à chaque fois que je voyais quelque chose, je disais, ça ressemble à telle affaire. Ah, ça ressemble à telle affaire. Mais il n'y avait rien qui me disait, The Void, quel film original extraordinaire. Beaucoup de plagiat, puis je dis plagiat, j'exagère pas. C'est des trucs comme les bêtes fuckées à la The Thing. C'est pas de l'inspiration. Là, c'est de dire, on va faire la même affaire, mais on va changer un peu la mécanique de la bébite. Tu comprends? Ouais. À la fin, quand ils finissent par se rendre dans l'autre dimension, dans The Void, je trouve que c'est presque scène pour scène la fin du film The Beyond. Dans The Beyond, à la fin, je ne sais pas si tu te souviens, quand les 2 personnages principaux courent, puis on voit juste leurs yeux devenir blancs, puis ils regardent vers le ciel. Dans The Void, c'est la même affaire. Ils passent dans le triangle qu'on voit sur l'image présentement, puis ils sont dans une dimension parallèle. Il y a une genre de grosse pyramide, puis ils font juste regarder ça avec les yeux écarquillés, puis le film finit comme ça, en queue de poisson. Fait que c'est ça, il se passe bien des affaires. Je te dirais que la performance de Daniel Fathers, qui est justement, il joue The Father, c'est le nom du personnage dans le film, lui, il est vraiment hot. Il est pissed off, il n'a aucune pitié pour personne, puis c'est un badass. Il y a une couple de one-liners qui sont vraiment divertissants. Je trouve que Aaron Poole, Daniel Carter, joué par Aaron Poole, je le trouve en forme, en tabarnak, ce gars-là, pour le nombre de volets qu'il mange dans le film. Il se fait stabber dans le chest, il crève presque. Il reçoit un coup de crosse de gun dans la face. Il se fait tout le temps maganer, il se fait pitcher dans le mur, mais il est tout le temps debout puis il est bien peigné. Maganez-les un peu, le gars. Là. Mais il n'est pas vraiment attachant, le personnage. C'est ça le plus gros problème. Fait que ça manque beaucoup d'âme, ce film-là, je trouve. Écoute, ça fait très longtemps que je l'ai vu, mais c'est un film de 2016, donc je vais l'avoir regardé en 2017 ou 2018, whatever. Et fait que tu connais ma mémoire des films quand je les ai vus après quelques années. Je suis comment? La seule chose que je me rappelle, c'est que ça a fini, puis j'avais fait comme. C'était quoi ça? Fait que je partage ton opinion sur le film, mais là, je veux savoir. Il y a une chose que je peux te dire juste avant que je te donne ma note. Fais l'exercice avec ce film-là. Personne ne va faire ça, mais c'est juste une figure de style, ce que je vais dire. Fais l'exercice de quitter le sofa pendant que le film joue, puis reviens à toutes les 5 minutes, puis c'est un autre film qui se passe à la télé. Tu vas revenir, puis tu vas dire, hey, qui a changé le film? Non, c'est The Void, ça. Ils sont rendus dans le sous-sol. OK, mais la fille enceinte est où? Ils vont revenir à la fille enceinte tantôt. OK, mais l'infirmière, Kim, elle est dans le garde-robe pendant 40 minutes dans le film, tu la verras plus. OK, mais là, tu sais, c'est fucked up. C'est un gros rêve de fièvre, en fait, ce film-là. Rêve de fièvre, wow. Ouais. Donc, OK, j'ai hâte d'avoir ta note de yeux là-dessus parce que j'ai pas l'impression que tu as détesté. J'ai juste l'impression que tu étais un peu perdu en regardant le film. Fait que combien d'yeux tu mets là-dessus? Gabin, quand j'ai regardé Knock at the Cabin, j'avais un peu les mêmes impressions. Je trouvais que c'était un film qui était bien fait, mais qui manquait quelque chose. Quand j'ai regardé Black Friday, je trouvais que c'était un film qui était bien fait, puis il manquait quelque chose. Ça manquait d'âme, ça manquait de finalité puis de conclusion cohérente. Là, il n'y avait pas vraiment de cohésion dans ce film-là. Par contre, les effets spéciaux étaient écœurants. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est de la colorimétrie du film, c'était vraiment super. La cinématographie, super. Fait que, mais l'expérience globale, ça a vraiment tombé à plat. J'ai eu beaucoup plus de fun avec Santa Slay. Donc, je vais donner 2 yeux sur 5 à The Void. Écoute, je ne suis pas. Je tombe pas à terre en faisant comme quoi?
comme certaines notes que tu as déjà données. Donc, j'accepte cette note de The Void. Tantôt, tu parlais de Frank. Ah! J'ai rencontré Frank au Requiem, moi aussi. Man, ça, c'est du commitment. Quel costume écœurant, man. Il est incroyable. Le costume de Francis, c'est complètement fou. Donc, OK, ben écoute, c'est parfait, ça. Avant de sauter à notre tour de table, faut que je te donne un film à regarder la semaine prochaine, à regarder. Puis, j'en ai parlé au début du show, là. Je savais pas trop quoi te donner, fait que je me suis dit, j'ai besoin d'un peu d'aide et pourquoi pas l'inviter pour qu'il vienne nous raconter, nous parler de sa chronique de B à Z. Donald Plante, mesdames, messieurs, est avec nous. Oh Puis, non. qui va avoir la Donald. chance de regarder un film. Il rit déjà. Oh non. Même. Donald, Fait que tu sais que je t'aime, je te l'ai dit Ah, quand oui, on s'est venu samedi. Mais sois gentil, s'il vous plaît. On dirait que... Oui, gars, même ton bébé pleure, Donald. Ouais. Mais non, mais écoute, Donald, je te laisse encore un peu de temps de réfléchir pour savoir qu'est-ce que tu donnes à Stéphane. Mais je te donne la parole un peu pour nous parler des films qu'il y a dans ta chronique cette semaine de l'horreur à B à Z que tu as mis sur Horreur Québec. Oui. On a écouté, on a écouté beaucoup de films de créatures, de monstres. Fait qu'on on a fait un peu une thématique là-dessus. Il y a eu The Wendigo en premier. Donc, ceux qui ne connaissent pas le Wendigo, c'est une créature mythologique algonquienne. Puis, on la voit dans plusieurs nations autochtones. Puis, c'est souvent une créature avec pas des reines, mais des bois. Puis c'est justement tous nos posters du Requiem exactement. sont en lien avec le Wendigo. J'ai pas mon chandail du Requiem. Je porte Quel beau Midnight t-shirt. Syndicate Quel beau aujourd'hui. t-shirt. Ouais, mais là, j'ai Midnight Syndicate, mes amis qui font de la musique extraordinaire. J'ai pas le chandail de Requiem. Malheureusement, il est dans les boîtes pactées présentement, mais je le mettrai la semaine prochaine. Excusez, je t'ai coupé. Ben, c'est ça. Dans les légendes, on décrit souvent ça comme étant le fait de la transformation de quelqu'un qui mange la viande humaine, là. Puis, ça, il y a eu plusieurs films là-dessus, mais pas tous connus. The Wendigo, dans le fond, c'est l'histoire d'un YouTuber qui s'en va dans le bois à faire un live pour essayer de trouver la créature. Mais tu sais, il est vraiment pas de simple d'esprit, mais lui, il est juste là pour rire, puis avoir des vues. Puis finalement, ben, il se fait attaquer par quelque chose. On ne sait pas trop c'est quoi. Puis le gars, il disparaît. Puis on voit la réaction de beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs. Puis les gens se demandent si c'est vrai, si c'est arrangé. Puis il y a un groupe d'amis de ce gars-là qui décide d'aller partir des recherches. Puis ils font un documentaire sur. C'est un fan footage, dans le fond, là, si je comprends. Ils veulent faire un Blair Witch Project. Fait qu'ils s'en vont. On les suit tout le long pendant leur chemin, puis pendant leur recherche dans le bois, mais c'est pas comme Blair Witch Project où il y avait un sujet, une recherche, des entrevues. C'était plus dynamique. Là, c'est juste des gens qu'on ne connaît pas, qui sont sur la route, puis après ça, ils sont dans le bois, puis ils cherchent, ils écrivent le nom du gars, puis on ne sait pas trop c'est qui. Puis là, c'est ça, il y a un cri, puis là, ça commence à. L'action arrive. C'est quand même cool. Il y a des effets pas mal gore, mais là, le fait qu'on s'en fout de ces gens-là, ça aide pas vraiment à l'effet du film qui est voulu, là. Mais c'est ça, il y aurait eu plus de potentiel si on savait un peu plus c'était qui ces personnages-là, puis pourquoi ils étaient amis avec le gars disparu, là. Fait que c'est ça, ça tombe un peu à plat, mais là, c'est quand même un film quand même cool, là. Il me semble que j'ai vu un trailer là-dessus, Donald. C'est-tu récent quand même? Ouais, c'est récent, là. Il me semble que le trailer avait l'air vraiment nice, mais peut-être que ma mémoire est foggy un peu, là. Ouais, c'est ça. Ça a sorti au mois d'août, là. OK, fait que c'est vraiment frais, là. Ouais. Ensuite, il y a Wolfkin. Wolfkin, qui est un film de loup-garou. C'est une coproduction entre le Luxembourg et la Belgique. Puis, c'est une mère monoparentale qui a un enfant qui a des problèmes à l'école. Il a la misère à socialiser avec les autres, puis il se bat, il mord les autres enfants. Puis, tu as les services sociaux qui s'en mêlent, puis ils menacent de peut-être prendre la garde de l'enfant.
Puis lui, ben, dans le fond, le père, il est disparu, mais ce que la mère fait, c'est qu'elle prend le garçon, puis elle s'en va voir des gens qui ont connu le père pour l'aider à enligner leur fils comme il faut. Mais c'est ça, il a comme hérité de la malédiction du père qui était un loup-garou. Dans ce film-là, on est beaucoup plus dans le drame fantastique que dans l'horreur. C'est vraiment... on est dans la métaphore, la poésie. C'est quand même un film assez intéressant, mais c'est vraiment très sérieux. C'est pas un film qui a beaucoup d'action ou vraiment horreur. C'est pas mal ça. Attends, la poésie. Ouais, ben, comment dire? C'est ça. C'est vraiment dramatique. Puis, je peux pas vous parler de la fin, mais c'est ça. C'est de la métaphore. Là, puis, on s'en sert pour décrire le mal de l'enfant. C'est assez classique comme concept. Là. Ouais. Mais est-ce que tu recommanderais le film, tu sais, ou tu dis, écoute, moi, je l'ai regardé, allez lire la critique, mais that's all? Ben, il faut savoir, dans le fond, en quoi on s'embarque. Ce ne sera pas un film avec des transformations, puis c'est plus dans la métaphore, là, vraiment. Fait que dans le fond, le film, il se passe plus à travers le dialogue que les effets visuels. Ouais, c'est des idées, c'est comme des idées sous-jacentes qui sont pas explicites. C'est implicite, là, plus qu'autre chose. C'est ça. Exactement. Fait que ça, c'était les films sérieux. Après ça, on a vu Ouija Shark 2. Ah, tabarnak. Comment ça que ce nom-là existe, man? Je t'ai vu en parler, Donald, de ça cette semaine, d'ailleurs. Ouais. C'est la suite du premier film que j'ai ici, qui est fait par Brett Kelly. Je l'ai autographié d'ailleurs. Lui, il avait fait sous le pseudonyme de Scott Patrick. Les films plus bas de budget, il signait sous un autre nom. Là. Really? Ouais, je le blâme. Attends, wow. Brett Kelly a un pseudonyme pour les mauvais films qu'il fait en bas budget. My God. Oui. En fait, il y a 2 ou 3 pseudonymes. Puis souvent, il fait ça parce qu'il prend tellement de chapeau dans ses films qu'il veut juste pas donner l'impression qu'il fait tout. Fait que des fois, je pense dans Ouija Shark qu'il y a 3 noms différents, puis c'est lui qui fait tout. Là. Wow, mais là, c'est lui qui a fait le deuxième? Non, il n'est pas impliqué. Ça, c'est fait par Wild Eye Releasing. Puis, dans le fond, le premier, vite fait, c'est des jeunes femmes qui font une incantation de Ouija, puis un requin fantôme qui vient bouffer tout le monde. Puis il y a un... Ouais. Le synopsis est écœurant. Ça... Ben oui. C'est ça. Je m'attendais pas. Que ça, là. Je sais pas pourquoi ça m'a surpris, Donald, avec le titre. Tu sais. Qu'est-ce que c'est d'autre que ça aurait pu être? Là, je pense que je suis un peu naïf, moi, dans la vie. Puis le héros de ce film-là, c'est Anthony. J'ai craché de la bière dans mon écran. Le héros de ce film-là, c'est Anthony, qui est un sorcier, qui est dans le fond un Doctor Strange, mais version Wish, là, parce que c'est vraiment ça. Là. Il est un maître des arts mystiques, puis il fait des boucliers en rond là, lumineux comme Doctor Strange dans les films de Marvel. Là. Puis c'est ça, le 2, ça commence, l'autre, le premier a terminé. Il est en enfer, dans le fond, il s'est sacrifié pour condamner le requin. Puis lui, ben, en enfer, il y a un démon qui a l'air juste d'un gars déguisé pour un party d'Halloween du travail. Là. Il y a aussi des filles en bikini en enfer qui sont juste là pour se faire bouffer par le requin, puis ils reviennent encore, puis ils font Ils courent font du surplace derrière un écran vert, là, puis ils sont bouffés par les requins. Il y a aussi un gang de gorilles gangsters là, avec des lunettes de soleil. Lui, il est au milieu de tout ça. Redis cette phrase-là lentement, Donald. Une gang de gorilles gangsters. Ouais, ils sont là, avec des lunettes de soleil, là, puis ils sont juste là pour faire un trouble. Le chef, il a un collier là, de bling-bling. Là. Puis c'est ça, lui, il est pris là-dedans. L'enfer est vraiment super beau d'ailleurs. C'est un beau fond vert avec une image fixe de désert avec des flammes faites par CGI, là, comme en filtre. Puis lui, il est pris là, puis le démon, dans le fond, il veut envoyer le Ouija Shark sur Terre. Donc lui, il veut retourner sur Terre. Pendant ce temps-là, tu as sa femme qui va voir une voyante pour essayer de ramener son mari à la vie. Fait que là, ben, lui, c'est ça, il revient sur Terre pour sauver la bande du requin, mais là, il a affaire au démon et tout ça, puis c'est trop difficile. Fait qu'ils font
une incantation avec des cartes de tarot. Puis ils font venir le Tarot Gator. Donc là, c'est comme on voit sur l'affiche, le beau crocodile. Puis les deux s'affrontent. Je fume pas de weed, mais je pense que je vais commencer à soir. Ouais. Dans le premier film, le requin, c'était une figurine en caoutchouc. D'ailleurs, je l'ai vu l'année passée, Brett Kelly, il l'avait à vendre à 1000 $. C'était pas plus gros que ça. Mais pour ce film-là, c'est. Il paye son loyer, j'imagine. Ouais. Mais il l'a pas vendu non plus. C'était au Requiem qu'il l'avait à vendre. Ouais. Puis c'est ça, dans ce film-là, par contre, c'est des peluches. Puis c'est fait avec un aura en CGI qui a l'air de venir de l'au-delà. C'est vraiment un film très divertissant là, que je vous recommande. Puis le meilleur pour la fin, Cocaine Crabs from Outer Space. Ça a l'air d'un film des années 60, si c'était pas du cocaine. Ouais, exactement. C'est sûr, là, l'affiche est en noir et blanc. C'est pas le premier rip-off de Cocaine Bear, parce qu'il y a eu Cocaine Shark et aussi Cocaine Cogger. Moi, j'ai pas pu venir vous en parler parce que vous étiez en pause. T'as pas pu? C'est vraiment malheureux, Colin. Ouais. Je suis désolé d'avoir manqué ça. Cocaine Cogger, c'était absolument atroce. C'était abominable comme film. Oh, ouais! Ouais. CGI atroce, c'est long. Là. Mais Cocaine Crab, ça, c'est une série B parfaite pour que ton ami puis donner. C'est vraiment drôle. Ça la commence... pochette est très cool. Il faut que j'y donne. Ouais, c'est la meilleure des trois. C'est fait par SRS Cinéma, puis eux autres, ils font des maudites belles pochettes. Là. Puis, c'est ça. Ça, c'est souvent des films comme ça. Tu as un nom qui tape à l'œil, puis avec un concept qui est là pour juste attirer l'attention, puis une belle affiche. Puis souvent, le film est plate. Là. C'est comme Cocaine Shark qui était correct, mais il n'était pas drôle, amusant, là, vraiment. Mais Cocaine Crabs, il y a vraiment quelque chose. Ça se passe dans l'espace. Il y a des crabes qui vivent dans l'espace. Puis, il y en a deux qui décident de faire un voyage en couple sur Terre. C'est pas une invention, là, c'est rien du tout. Donc là, ils s'en vont dans leur vaisseau qui est en forme de crabe en métal. C'est pas une soucoupe volante comme tu l'affiches, ça n'a pas rapport pantoute. C'est misleading, là, la pochette. Ouais, c'est ça. Puis quand ils partent, t'as l'autre crabe qui leur dit « Ah non, j'ai oublié de leur dire de ne pas sniffer de cocaïne sur Terre. » Mais bon, il devrait être correct. Là, OK, attends un peu. Là. Fait que là, tu es en train de me dire que les crabes ont du dialogue aussi. Là. Ouais. En fait, ils font des sons. Puis ça n'arrête pas. Puis tu as les sous-titres en dessous. C'est vraiment très drôle. Là. C'est délicieux. Là. Puis tu as réussi à le finir? Ben oui. Ah oui, pourquoi je pose la question? Moi, je l'ai adoré. Là, eux autres, ils arrivent sur Terre, puis ils tombent sur une fraternité de gars. Puis eux autres, ils voient les crabes, puis il y avait de la cocaïne. Fait qu'ils décident de juste garocher de la cocaïne sur un des crabes. Puis ils virent fou, puis ils mettent à tuer tout le monde. Après ça, il se met à sniffer de la farine, du sucre en poudre, tout ce qui existe en poudre blanche, puis ils deviennent fous, ils se reproduisent. C'est des crabes en plastique, ils ne sont même pas articulés, là, c'est des jouets. Là. Ouais, puis même les scènes où il n'y a pas de crabes, les scènes avec les humains, les dialogues, c'est souvent les scènes plates dans les films dans ce genre-là, sont drôles. Les personnages sont drôles, sont caves. T'as le détective qui est seul à croire que des crabes sont en train de tuer des gens. Puis lui, il décide d'aller dans une animalerie pour trouver une employée qui se trouve être une biologiste marine, qui est une spécialiste des crabes. Puis là, ensemble, ils vont essayer d'arrêter cette attaque-là sur Terre. Là. C'est un beau petit bijou, on s'ennuie pas pantoute. Ça a l'air vraiment bon. Hein? Ouais, je te recommande. Là. Je le sais. Je le sais que tu me le recommandes, Dana. Des fois j'achète des films comme ça, puis je les écoute une fois, puis c'est correct, mais lui, vraiment un petit coup de cœur. Là. Ah, c'est cool. Puis, mais écoute, que des chefs-d'œuvre que tu nous présentes comme à tous les mois quand tu viens faire ton tour sur le show. C'est vraiment incroyable. Mais là, il y a une affaire, par exemple. Stéphane, j'avais même dit à Donald, trouve un film à écouter à Stéphane, mais Stéphane, je t'aime trop, je peux pas te faire ça. Parce qu'il y a vraiment un film que je veux que tu regardes, que j'ai entendu parler toute la semaine, qui paraît, qui est vraiment comme écœurant. Puis c'est No One Will Save You, qui est sorti le 22 septembre sur Hulu.
et tout le monde dit que c'est comme wow. Fait que Je veux pas en savoir plus. j'ai aucune J'adore idée c'est quoi. j'adore la J'ai pochette. j'ai Je aucune pense idée que c'est la quoi. tweet à Donald n'est pas d'accord, par exemple. Là. Je l'entends. Ah, Ouais. ben, je l'ai pas vu, mais c'est vrai que j'ai vu des bons commentaires, là. Ouais, je n'ai que vu des bons commentaires pour l'instant. Donc, on va s'arrêter là. Fait que tu pourrais Ben, regarder c'est cette plate parce semaine que The One Will Save You. Puis nous revenir la sinon, semaine moi, prochaine. sinon, moi, je t'aurais suggéré Bat CGI Ah, Shark 2. Donald, on t'entend plus. Donald, on dirait que on Mais, dirait que ton son il est coupé. Mais ça n'existe pas comme film, là, inquiète-toi pas. En tout cas, pas encore. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. On ne sait jamais, là. Good. Fait que, écoute, merci Donald. Merci. Puis on se revoit bientôt. Ben, Avoue que tu as eu peur, mon Stéphane. Ben oui. J'avoue certain. Écoute, on a dépassé notre 1 heure de show là, d'habitude parce qu'on a jasé, puis on a jasé. Deux invités aussi. Là. Effectivement, 2 invités. Je veux qu'on finisse ça rapidement. Fait que je ne suis pas tanné de te voir la face. Mais j'ai beaucoup de routes à faire pour me rendre à Sudbury. Donc et puis j'ai pas fini de tout préparer mes affaires. Fait qu'on va finir ça avec nos acquisitions de la semaine, notre petit tour de table. J'ai très hâte de voir. Je sens que tu as au moins acheté une affaire au Requiem. J'ai hâte de voir ça. Bienvenue au tour de table horrifique. Alors, deux choses t'as acheté au Requiem. Ouais. Écoute, la première, on le voit depuis tantôt. Je vais tasser mon micro. Regarde ça, c'est beau cette affaire-là. Hein? Ah, J'ai acheté ce. Ouais, de Friday, le Part 3 de 3D, en fait. Là. De Rotten Rags. Bon, je cherchais le nom de la table. Il y avait plusieurs prints comme ça. Il y en avait un de Lost Boys qui était écœurant aussi, avec Kiefer Sutherland, avec la méga coupe Longueuil, là, vraiment vu de proche. Il y en avait un autre de Friday. Excusez, ma bière sans alcool m'a fait faire un petit rot par en dedans. Il y en avait un autre de Friday aussi qui était très, très nice. Puis je pense qu'il restait comme 6 ou 7 prints, mais je crois qu'ils ont eu une bonne journée, Rotten Rags, quand même. Moi, je suis arrivé en fin de journée parce que je n'ai pas eu le temps beaucoup. Mais ce T-shirt-là, je tenais à le porter à soir. Je l'adore. J'adore le old school art style, comic book style. Là. Fait que ça, c'est une chose. Puis en parlant, puis c'est pas parce que je suis le plus gros fan du 3e Friday, honnêtement. Là. Il est bon. Là. Je trouve que Jason Rooker, qui joue Jason Voorhees là-dedans, il était écœurant. Est-ce que j'ai dit Jason Rooker? Oui. C'est pas ça son nom du tout. Je sais pas c'est quoi son nom, mais Jason Rooker, c'est qui Jason Rooker? C'est pas lui. Ça existe-tu, Jason Rooker? Attends, moi te le dire parce que là. Attends. Oui. Jason Rooker. Son nom, c'est Richard Brooker. C'est Richard Brooker. Je suis désolé. C'est très indigne là, de la part d'un fan qui porte son chandail. Mais du même film de Friday Part 3 3D, je suis allé à notre voisin de table, puis je l'ai vu le matin. Ça, en fait, je pense que c'est Alec qui l'a trouvé comme dans les racks à posters. Monster Posters, on en a déjà parlé, c'était un des exposants qui était là. Mm-hmm. Eux autres, ils ont des posters d'origine qui étaient soit dans les salles de cinéma ou dans les clubs vidéo qui datent de l'année de parution du film qui faisait la promotion. Puis eux, dans le fond, ils récupèrent ces posters-là puis ils les revendent. Donc, Steve, on le voit derrière moi, mais il y a beaucoup de reflets à cause de mon arcade. Je pense que je t'ai envoyé une image où est-ce qu'on le voit un peu mieux. Voilà. Donc, c'est un poster en 3D, okay, rouge et bleu de Friday Part 3 3D. Et si tu regardes en haut dans le coin de mon image, il y a des petites lunettes 3D qui sont accrochées là. Fait que pendant que j'achetais le poster, c'est tellement juste à une convention d'horreur que ça arrive, ces affaires-là. Je disais, il est en 3D, mais je n'ai pas les lunettes bleues et rouges. Et Danny était à un kiosque juste à côté. Puis il a dit, hey, j'en ai des lunettes 3D ici, je t'ai donne. Le hasard mène dans les mêmes 3 pieds carrés d'avoir le poster et les lunettes. J'étais au paradis. Puis là, comme tu peux voir, mon bureau, il est changé de bord pour l'épisode. Parce qu'il a fallu que je négocie avec Caro pour afficher cette affaire-là dans mon sous-sol. Initialement, il était, dès qu'on arrive en bas, à gauche de mon foyer, là, j'ai comme un genre de mur en foyer noir. Puis c'est très épuré, c'est très zen, mon sous-sol. Fait que là, j'avais mis le poster à côté de ça. Puis elle dit non, oublie ça. La première affaire qu'on voit en arrivant, c'est Jason dans le sol. Je dis ouais, mais tu sais, la couleur. Non,
Non, oublie ça, man. Ça n'a rien donné. Mais je suis très, très content. Puis c'est un original de 82, puis il m'a juste coûté 60$. À mon avis, à moi, c'est une aubaine. Totalement d'accord, totalement d'accord. Mais tu sais, Martin de Monster Poster, il y a tellement du beau stock. Fou, Des man. très, très, très bons prix. J'adore Martin de Monster Poster. Moi, j'ai pas eu beaucoup le temps de magasiner, sincèrement, en fin de semaine. Rapidement, on était avec M. Bolduc au début, on parlait de livres. Je me suis pris 2 livres frissons que j'avais pas dans ma collection. Sweet. Donc, le parfum de Venin et Obsession, qui font partie des vieux frissons là, présentement. Il y a beaucoup de nouveaux livres frissons qui sont tous écrits par des Québécois, ce qui est très cool de la maison d'édition. Mais c'est ça, j'essaie de compléter la collection. C'est un peu comme mes Fangoria. Quand à chaque fois que je vais dans une convention, j'essaie d'en prendre. Il n'y a pas ça quand on va en Ontario ou aux States, mais bon, j'ai pris 2 frissons. Après, j'ai acheté 2 films en DVD, pas cher. Infinite Pool, que je n'ai pas vu, de Brandon Cronenberg. Donc, je n'ai pas vu ce film-là. Mia Goth a joué dedans. Alexander Sarsgaard, en tout cas, le Hit, qui joue là-dedans. Pas Hit, son frère, excusez. Et après, j'ai pris un film qui va sûrement être très mauvais. J'ai pris Tueurs sur la ligne. Je sais pas si tu as déjà vu. Ouais, je sais pas si tu as déjà vu les Tueurs sur la ligne. C'est comme When a Stranger Calls, je crois. Ah, ben oui, When a Stranger Calls. Ben oui, je me souviens de ça. Mais ça, c'est très efficace. Une nouvelle version de qualité qu'ils disent. Fait que c'est. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'ancien n'est pas bon, quoi? Je sais pas, ça dit une nouvelle version de qualité améliorée de Tueurs sur la ligne. Fait que des films que j'aime ça regarder, des films d'horreur cheap que je vais regarder. Fait que j'ai écouté ça. Je me suis acheté ça. Ensuite, j'ai été faire un petit tour à la table de Séverin. Je me suis pris 3 films. 4 films. La Revanche des mortes vivantes. As-tu déjà vu Revenge of the Living Dead Girl, Stéphane? Non, mais la pochette est fucking parfaite. OK. Tu vas te faire regarder ce film-là un jour. J'en dis pas plus. OK, c'est bon, tu fais bien. Pas plus. Tu dois regarder ce film-là un jour. Tu vas être... tu vas capoter. Ensuite, j'ai pris un documentaire sur Joe D'Amato. Ça, c'est nice. Ça s'appelle Inferno Rosso. Joe D'Amato on the Road of Excess. Joe D'Amato qui est comme un peu reconnu pour être un très mauvais réalisateur de films d'horreur. Absurde, mais qui a man. fait sa carrière là-dessus. Fait que je veux vraiment voir ce documentaire-là. Il a fait Absurde, puis il a fait Anthropophagus, entre autres. Exactement. Et voilà. Je me suis pris après un coffret. Fait que j'ai menti tantôt, je n'ai pas pris 4 films, j'ai pris 5 films. Killer Crocodile et Killer Crocodile 2. Donald serait fier de toi. Daniel doit être très fier présentement. Donc, Limited Bonus Blu-ray Disc, Killer Crocodile 2, plus un documentaire sur les special effects. J'ai pris ça. Et enfin, j'ai pris un film man. Alien from the Abyss. Qui, quand tu regardes en arrière, c'est un film de 89, fait que proche de 90. Puis, ça a l'air pas pire. Fait qu'Alien from the Abyss, je vais regarder ça éventuellement. Ou on va le regarder ensemble si un jour. À ne pas confondre avec The Alien from the Abyss avec Alien ou The Abyss, qui sont 2 très bons films. Indépendamment, mais ensemble, c'est la même pochette, pas sûr que c'est fantastique. Ouais. Fait que voilà, voici. Il y a une autre affaire aussi. Pour ma petite mon sac de convention, je me suis pris une pin de Philippe Ivanovic de Flat Bad Tub, celui qui a fait le logo de Sur la route et le poster de Hell to the Deadites. Il y avait une de ses pins en début du show. J'ai dit, je vais t'en acheter une. Puis à la fin, tout le monde est en train de rapper. Il dit, je suis en train de rapper mes pins. J'ai fait, oh, sac! Fait que j'ai pris une pin que je vais racheter sur mon petit sac de convention. Voilà, c'est ça. Ouais, en fait, c'est pauvre mon dos parce qu'il est rendu lourd à barouette. Fait que je vais l'avoir en fin de semaine. Je vais essayer de le garnir de choses et la semaine prochaine, je vais revenir avec des choses que j'ai achetées. Et dernière chose que je me suis procurée.
En fait, j'ai amélioré mon Blu-ray de Pumpkinhead avec la signature Le de pacto Brian. sangré, puis t'as mis Brian Asti, c'est cool, Ouais, je man. trouve la pochette est écœurante, le gris dessus, c'est super beau. Ça va aller dans ma bibliothèque quelque part. Et sur ce, on a fait le tour. As-tu des choses à rajouter avant que je nous lance notre petit générique de fin? Ouija Shark 2, tabarnak.